Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller voir les performances en jeu de Ghost of Tsushima sur PC, entre les différentes cartes graphiques et processeurs, comme d'habitude, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui était sorti à la base sur PS4 en 2020. Il a été développé par Sucker Punch, à qui l'on doit aussi la série des Sly Cooper et Infamous. Ghost of Tsushima, il tourne sur un moteur maison de chez Sucker Punch, et malgré le fait que le jeu soit un jeu d'ancienne génération, si on peut dire, puisqu'il a clairement été pensé pour la PS4, je trouve que c'est un jeu qui vieillit vraiment très bien, grâce à sa direction artistique vraiment très solide, et un package complet encore hyper propre. Et le jeu reste encore vraiment joli, même si oui, il n'embarque pas toutes les dernières technologies ou avancées, et ça se voit sur certains points, mais je trouve pas ça vraiment hyper dérangeant. Alors j'avais fait le jeu à l'époque sur PS4 et j'avais beaucoup apprécié celui-ci, malgré le fait que je sois pas toujours hyper fan des open world du style. Certains l'assimilent un petit peu à un Assassin's Creed-like. Personnellement, moi je trouve que le système de combat et l'ambiance générale est un cran au-dessus de ce que proposent les jeux d'Ubisoft. Après, les goûts et les couleurs, chacun aura son avis. Mais c'est vrai que Ghost of Tsushima, ça fait partie de ces jeux first party de chez Sony qui ont mis un petit peu de temps à débarquer sur PC, mais le voici enfin. Alors au niveau du portage, on retrouve Nixxes qui charbonne pas mal en ce moment, puisque c'est également eux qui étaient à la manœuvre pour le portage de Horizon Forbidden West il n'y a pas très longtemps. Et donc le portage de Ghost of Tsushima, alors ici c'est la version Director's Cut, et le portage est plutôt bon, pas de stutter à signaler, des performances plutôt correctes, même si le jeu reste assez gourmand, mais pas autant qu'Horizon Forbidden West par exemple. On verra les performances ensuite, mais si on prend en compte que même sur PlayStation 5, le mode natif utilise du checkerboard, donc une sorte d'upscaling pour atteindre les 60 FPS de moyenne, donc pas hyper surprenant que le jeu reste relativement gourmand sur PC, mais il tournera sur des machines relativement modestes aussi, comme on va le voir. Pour le portage PC, alors on retrouve la ribambelle de features classiques, le support de l'ultra-wide, et le jeu rend vraiment hyper bien en 21/9, c'est un régal à ce niveau-là. On a aussi les FPS débloqués, et aussi tout un tas d'options, niveau anti-aliasing et frame generation. Au niveau des menus graphiques, alors c'est similaire à ce que Nixxes a produit avec ses autres portages, des menus où on voit directement l'effet à l'écran, et c'est un plus, ça devrait être comme ça dans tous les jeux en fait. Le titre supporte le DLSS Upscaling ainsi que le FrameGen de chez Nvidia, le Reflex et le DLAA. Pour Intel, on retrouve le XeSS dans sa dernière version qui inclut le XeSS Native AA ainsi qu'une option Intel au niveau de l'occlusion ambiante, le XI-GTAO, qui est plutôt sympathique au niveau du rendu. Perso, je le préfère au SSAO ou HBAO+. Et pour AMD, on retrouve donc le FSR Upscaling et le FSR Native AA, ainsi que le FSR Frame Generation. Et bien que l'on soit sur le FSR 3.0, on retrouve une des nouveautés qui avait été annoncée pour le FSR 3.1, à savoir que l'on peut maintenant utiliser le Frame Generation du FSR avec tout type d'upscaler, ce qui n'était pas le cas dans les autres jeux jusqu'ici, où on était obligé d'utiliser l'upscaler du FSR pour utiliser le Frame Generation d'AMD, en dehors d'utiliser des mods. Et bien ici, on peut donc coupler le DLSS ou XeSS avec le FSR FrameGen, ce qui permet donc à toutes les RTX 2000, 3000 ou ARC de chez Intel d'utiliser le FrameGen avec un meilleur upscaler que le FSR, ce qui est une très bonne nouvelle. En ce qui concerne l'upscaling justement, alors au niveau de la qualité d'image, sans grande surprise, c'est le DLSS qui l'emporte sur le FSR et le XeSS DP4A. La reconstruction elle est plus stable qu'avec les deux autres, et l'image est très propre dans l'ensemble. Pour le FSR par contre, alors j'avais un petit peu peur vu que c'est un titre qui a beaucoup de végétation, et en 4K FSR balanced, équilibré, c'est plutôt correct. On retrouve plus de scintillement sur les feuillages qu'avec le DLSS, mais c'est pas trop mal.
Par contre, en 1440p, même en mode quality, ben là, DLSS l'emporte plus nettement au niveau du rendu. Du coup, le XeSS peut être un entre-deux pour les détenteurs de cartes AMD. Il est un poil plus propre que le FSR, mais la différence n'est pas non plus franchement démentielle sur ce jeu-là à mon goût. Même avec les cartes Intel, je trouve que l'implémentation n'est pas non plus la meilleure qu'on ait vue en ce qui concerne le XeSS. Et en ce qui concerne le FrameGen au niveau de la qualité d'image, ben le DLSS FrameGen fonctionne plutôt bien, le frame time et le frame pacing sont plutôt bons dans les grandes lignes. Par contre, la lourdeur de celui-ci fait que comme dans pas mal d'autres jeux, il n'est pas toujours hyper pertinent à utiliser, donc tout dépendra de vos objectifs à ce niveau-là. En ce qui concerne le FSR FrameGen, alors niveau frame pacing, ça reste un poil moins stable que le FrameGen d'NVIDIA, mais comme on peut maintenant le coupler avec d'autres upscalers que le FSR, ça enlève aussi son gros point faible, qui était justement la partie upscaling du FSR. Quand on utilise une carte autre qu'une carte d'AMD, et c'est vrai que du coup ici en face à face avec le DLSS upscaling en utilisant le FrameGen d'NVIDIA et le FrameGen d'AMD, les deux sont assez proches au niveau de la qualité d'image. Alors il reste encore quelques soucis à régler pour les deux technos sur le jeu, au niveau de l'interface et tout ça, mais rien de dramatique. Par contre, la force du FSR FrameGen, c'est qu'il est quand même un petit peu plus léger que le DLSS FrameGen, on y reviendra plus tard. Le jeu fait également une compilation de shaders au premier lancement, elle est assez rapide, et vous la verrez probablement pas, vu qu'elle se fait en arrière-plan, mais si le processeur s'emballe tout d'un coup, c'est normal, c'est la compilation de shaders. Par contre, les développeurs ont déjà indiqué que oui, ça peut faire planter les processeurs d'Intel génération 13-14, comme on en a parlé dernièrement. Et niveau driver, les trois fabricants de cartes graphiques ont sorti leur driver dédié quelques jours avant la sortie du jeu, donc c'est ceux que j'ai utilisés forcément. Bref, allons voir ce que ça donne au niveau des performances. Une séquence de test sur une balade à cheval d'1 minute, après avoir fait l'intro du titre. Bon, les performances me paraissaient quand même assez stables, et j'espère que c'est le cas sur toute la longueur du jeu. J'ai rencontré quelques plantages en activant le FSR FrameGen sur les cartes d'AMD, sur certaines, mais après un démarrage du jeu ou de la machine, il n'y avait plus de soucis, donc bon, ça avait pas l'air terrible. Donc bon, allons voir ce que ça donne. Alors, en 1080p détail élevé, on voit que c'est un jeu qui souffre du driver overhead, le poids des drivers de chez Nvidia, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, avec la 7900 XTX qui finit donc première ici. Alors après, on est autour des 200 fps de moyenne, les 1% sont assez proches aussi, et en réalité, les 4 cartes qui sont en haut du tableau vous offriront d'excellentes performances en 1080p, et encore heureux. Mais bon, on voit tout de même que le jeu semble apprécier grandement les cartes d'AMD, puisqu'on retrouve les 7800 XT et GRE devant la 4110 Ti Super ou 3090 Ti et 4110 Super, ce qui est assez rare. On voit aussi d'ailleurs que pour la GRE, elle n'offre rien de plus que la 7800 XT sur ce jeu-là. Ça fait penser un petit peu à Assassin's Creed Mirage à ce niveau-là. Ça peut surprendre, mais il y a quelques jeux où c'est le cas. Mais du coup, oui, la 7700 XT arrive au même niveau que la 4070 et la 3080 ici. La 6700 XT devant les 4060 Ti et 2080 Ti, avec la RX 7600 qui finit ici aussi un bon cran au-dessus de la 4060, ce qui est quand même assez rare. La 1080 Ti ne brille pas non plus particulièrement sur ce titre, vu qu'elle fait même moins bien que la RTX 2060, et clairement elle est en dessous de la 3060, ce qui est aussi là aussi assez rare. Les cartes d'Intel s'en sortent aussi plutôt correctement, sans plus, et comme d'habitude, les GTX 1060 et A380 sont en bas de tableau, avec la 1060 qui, comme bien souvent, s'en sort un petit peu mieux. Malgré tout, pour ces petites cartes-là, ça reste difficile d'atteindre les 60 fps de moyenne, même en baissant les détails. Alors, en détail médium avec FSR en mode quality, on tourne autour des 45-50 fps de moyenne, ce qui est probablement le meilleur compromis que j'ai trouvé pour la 1060 sur ce jeu-là. On passe en 1440p, alors la 4090 passe maintenant devant la 7900 XTX, d'une courte tête, mais clairement, pour le reste du tableau, on retrouve toujours un avantage pour les Radeon. La 4080, elle est tout juste derrière la 7900 XT, les 7800 XT et GRE tiennent toujours tête à la 4110 Ti Super et 3090 Ti, tout comme la 7700 XT reste toujours très proche des 4070 et 3080. Pas de gros changements vis-à-vis du 1080p, même si certains écarts s'accentuent légèrement. En 3440 par 1440, comme souvent avec les portages de chez Nixis, en fait les performances restent très proches du 1440p, avec grosso modo, pour simplifier, 5 fps de moins pour toutes les cartes. Donc je sais pas si c'est dans la manière dont Nixis font leur portage, mais c'était la même chose sur Horizon Forbidden West ou même Ratchet & Clank Rift Apart l'année dernière, donc on va pas trop s'attarder sur les résultats ici, mais on voit que même en natif, la 3060 Ti ici tient encore les 60 fps de moyenne, de justesse, mais c'est quand même plutôt pas mal. En 4K maintenant, alors comme d'hab, les performances baissent beaucoup vis-à-vis du 1440p, la 4090 marque une avance un peu plus marquée, mais la 7900 XTX reste très proche ici,
et elle se démarque toujours quand même bien plus de la 4080 Super sur ce jeu-là que dans pas mal d'autres. La 7900 XT et la 4080 Super sont au coude à coude avec la 3090 Ti qui fait plus ou moins jeu égal avec la 4070 Ti Super juste derrière. Les 7900 GRE et 7800 XT restent collés depuis le début, suivi de la triplette 4070 Super, 3080 et 4070, avec toujours la 7700 XT en embuscade ici. Mais on est passé quand même pour la plupart de ces cartes sous les 60 fps de moyenne. La 2080 Ti finit enfin par passer devant la 6700 XT, et intéressant, on voit que la 4060 Ti 16 Go se démarque clairement du modèle 8 Go sur ce titre-là, et la 3060 Ti finit légèrement devant la 4060 Ti 8 Go aussi. Alors, le jeu en 4K demande clairement plus que 8 Go de VRAM, mais pas de méga stutter ou ralentissement pour autant. Les performances sont juste un bon cran en dessous, ce qui est assez similaire à ce qu'on avait vu sur Ratchet & Clank aussi. Pareil, la 3060 Ti avec son bus mémoire plus large permet un petit gain sur la 4060 Ti 8 Go ici. On passe du coup sur les comparaisons avec upscaling et FrameGen. Et bon, j'ai dû découper ça en plusieurs graphiques parce qu'il y a eu beaucoup de résultats. Du coup, petit comparatif entre les 4060, la famille 4060 on va dire, entre le DLSS et le FSR FrameGen, avec pour base le DLSS au niveau de l'upscaling. Et ce qu'on peut noter ici, c'est que même en 1080p, malheureusement, le FrameGen d'NVIDIA ne fait pas gagner de performance. On en perd même vis-à-vis de l'upscaling tout seul. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, et c'est un des reproches que j'ai depuis longtemps sur le FrameGen d'NVIDIA, c'est que celui-ci a un coût non négligeable en ressources, ce qui fait que dans certains scénarios, comme ici, il ne fait rien gagner, ce qui fait que c'est les cartes qui en ont potentiellement le moins besoin qui bénéficient le plus du FrameGen. Le FSR FrameGen s'en sort légèrement mieux, même si le gain vis-à-vis du DLSS tout seul est plutôt maigre aussi pour la 4060. C'est un petit peu mieux pour les 4060 Ti, donc on peut déjà en déduire que le FSR FrameGen lui aussi n'est pas gratuit. En 1440p sur les mêmes cartes, on retrouve plusieurs points intéressants là aussi. Déjà on voit qu'ici encore, pour la 4060, le DLSS FrameGen n'a ici encore pas grand intérêt vis-à-vis du DLSS upscale tout seul, c'est même négatif. Le FSR FrameGen lui permet un petit gain, mais ici encore, personnellement, vu le petit gain que ça procure, j'utiliserai juste le DLSS upscaling tout seul. Pour les 4060 Ti par contre, on voit que le modèle 16 Go s'en sort mieux avec le DLSS FrameGen que le modèle 8 Go, car oui, le DLSS d'NVIDIA consomme de la VRAM, ce qui explique aussi que parfois, avec des cartes avec 8 Go, celui-ci ne fonctionne pas hyper bien non plus. Malgré tout, même pour le modèle 16 Go, on ne gagne rien vis-à-vis du DLSS upscale tout seul, donc là aussi, le FSR FrameGen est maintenant une option de repli qui peut être intéressante pour ces cartes-là, si on aime le rendu, même si, là aussi, le gain n'est pas absolument démentiel. Donc bref, pour la famille RTX 4060, dans les grandes lignes, je préfère encore utiliser l'upscaling tout seul, plutôt que d'essayer de faire marcher les FrameGen d'une marque ou de l'autre, puisque ça apporte pas grand-chose. Alors en 1440p, j'ai également fait le test avec d'autres cartes de tout type, et on voit que, que ce soit pour Nvidia, AMD ou Intel, pour pouvoir coupler le scaler de chaque marque avec le FSR FrameGen, ça permet un gain de fluidité plus ou moins intéressant selon les cartes, même si clairement, les cartes d'AMD scalent le mieux avec le FSR FrameGen, ce qui permet à certaines cartes assez modestes malgré tout d'avoir quelque chose d'utilisable. Et en 4K sur les mêmes cartes, alors bon, pour les plus petites cartes comme la 3060 Ti, l'expérience ne sera pas incroyable. Le FrameGen à 70 fps, c'est pas terrible au niveau du rendu et au niveau du ressenti, donc il faudra faire d'autres réglages. Le FrameGen, pour que ce soit le plus pertinent, il faut avoir à minima 60 fps de moyenne environ avant d'utiliser le FrameGen. Pour la 2080 Ti, par contre, c'est pas mal du tout. Tout comme pour les 3080 et 3090 Ti. Et pour les cartes d'AMD, ça se passe plutôt bien aussi. Du 73 fps de moyenne pour la 6700 XT. C'est très correct pour du 4K upscale avec l'option FrameGen en plus. Pour les RTX 4000 par contre, alors ici encore on voit que pour les 4100 Ti, on voit que le modèle 16 Go s'en sort mieux que le modèle avec 8. Mais on voit aussi que le FSR FrameGen, lui aussi, dans ce scénario-là, fait perdre en performance ici à la 4060 Ti 8 Go. Donc les deux technos de FrameGen ont un coût, puisque pour rappel, le FrameGen d'NVIDIA va utiliser les unités OFA des RTX 4000 pour pouvoir fonctionner correctement, mais comme les plus petites cartes n'en ont pas autant que les modèles plus haut de gamme, selon les jeux, le gain n'est pas forcément énorme, voire parfois on ne gagne rien, et parfois on perd en performance. Et comme je le dis depuis longtemps, le pourquoi du comment le FrameGen d'NVIDIA reste bloqué sur la RTX 4000,
Ben, la raison c'est probablement, principalement ça, hein. C'est juste que les unités OFA des RTX 2000 et 3000 sont plus lentes, et le résultat serait probablement sûrement souvent décevant. Après, je suis d'accord, hein, Nvidia aurait dû laisser l'option pour qu'on puisse justement voir que ça fonctionne bien ou pas, ce qui aurait probablement évité certaines critiques si c'est bien le cas. Pour le frame generation d'AMD, alors celui-ci utilise l'Async Compute, mais le problème de l'Async Compute, ben, c'est que les jeux l'utilisent plus ou moins aussi. Et le gain de fluidité du FrameGen sera là aussi du coup plus ou moins important selon la gourmandise de jeu au niveau de la Sync Compute et la puissance des cartes. Et on voit que le FSR FrameGen n'apporte pas toujours des gains démentiels non plus sur ce jeu là du coup. Sinon, intéressant de voir aussi que de la 4070 à la 4090, le DLSS FrameGen est plus stable que le FSR FrameGen au niveau des 1% pour les cartes d'Nvidia. Mais bon, vu les performances avec juste l'upscaling sur le titre là aussi, est-ce qu'on a vraiment besoin du FrameGen? En dehors de vouloir toper absolument le taux de rafraîchissement de son écran, c'est pas indispensable sur ce jeu là à mon goût. On regarde vite fait le scaling des presets du jeu en 4K avec la 4090, et on voit que comme bien souvent, passer du mode Very High au mode High, ça permet un gain de 20% de performance, et c'est clairement le plus gros gain entre les différents presets. Et au niveau du scaling et de l'upscaling, ici aussi, entre le natif et le DLSS Quality, c'est 45% de perf en plus et 60% avec le mode équilibré. Donc comme souvent, rien qu'en baissant les presets en élevé plutôt qu'ultra ou très élevé ici, et un upscale en mode quality, ça permet d'un gain de performance assez énorme pour une perte visuelle assez modérée. On passe enfin sur les processeurs. Alors bon, le jeu semble apprécier énormément le 3D V-Cache avec le 7800 X3D qui domine tout le monde, et même le 5800 X3D arrive un cran au-dessus du 14700K sur ce jeu-là. Sur les performances moyennes, et grosso modo, c'est la même chose au niveau des 1%. Donc au niveau de l'expérience globale, ça doit être kiff-kiff. Après, le jeu n'est pas non plus hyper demandeur point de vue processeur, hein, c'est largement jouable pour tous les processeurs ici, puisque le Ryzen 3600 sort toujours environ 100 FPS de moyenne. Donc bref, dans l'ensemble, le jeu n'est pas léger, mais il ne demande pas non plus une config de malade. On voit que même avec des cartes assez modestes, on pourra faire tourner le jeu en 4K de très belle manière avec un petit upscale, et le 1440p est gérable même pour des cartes relativement modestes là aussi. Mais c'est vrai que pour un titre d'ancienne génération, entre guillemets, c'est pas non plus hyper light. Mais on a aussi vu bien pire dernièrement au niveau lourdeur. Mais bon, le portage est plutôt bon, pas de soucis majeurs à dénoter. Et tant mieux, pour moi ça reste un jeu que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, et si vous étiez passé à côté, parce que c'est un jeu PlayStation, et que vous pensez aimer l'ambiance, ou ce que vous avez vu jusqu'ici, ou que vous aimez bien ce type de jeu, c'est une bonne version pour y aller. Après au niveau des performances, c'est vrai que je me demande quand même s'il n'y a pas un retard à l'allumage au niveau des performances pour les GeForce, puisque c'est vrai que c'est assez rare de voir une différence aussi importante entre les GeForce et les Radeon, puisque là très clairement les Radeon ont un avantage sur le titre à l'heure actuelle. Est-ce que ce sera toujours le cas dans quelques temps? J'en sais rien, après il y a quelques jeux comme ça où c'est le cas, ça pourrait être l'un d'entre eux. Et puis voilà, pas grand chose d'autre à dire, comme d'habitude si la vidéo vous a intéressé, les machins YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un grand merci aux membres de la page Ko-fi qui me soutiennent directement, ça m'aide vraiment beaucoup. Du coup, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!